Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Alors, bienvenue à tous sur le podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, on va jaser piano avec Marianne Roy-Chevarier. Alors, Marianne, salut, ça va? Ça va très bien, et toi, Antoine? Oui, super. Ça fait déjà longtemps qu'on s'est vus, hein? Ça fait plusieurs années. Lorsqu'on était au Conservatoire de musique de Montréal, on était étudiants à l'époque, puis même on a eu le même professeur, Suzanne Goyette, au Conservatoire. Merci en tout cas d'avoir invité l'invitation, de te prêter au jeu, de venir parler de ton piano à l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. Partager. Je suis très contente de faire partie de ton podcast. Mm-hmm. Merci. Moi, c'était... le but, c'est que ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, puis je trouve ça vraiment intéressant, ta démarche. Tu mets beaucoup de vidéos, puis c'est surtout... c'est très pédagogique aussi. Puis ça m'est arrivé même avec des élèves de voir des vidéos. Oh. Je pense qu'il y en avait une, c'était sur les slurs, là, comme à l'époque viennoise. Oui, comment interpréter les coulées. Les coulées. Je trouvais ça vraiment, vraiment inspirant. Là. Fait que, merci. J'avais le goût que tu nous okay. partages un petit peu de ta démarche, mais peut-être juste au début. Dans le fond, si on s'est croisés au conservatoire, tu as fait tes études pas mal au conservatoire. Il me semble aussi que tu étais allé faire un programme en France aussi, à l'école Cortot, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça s'appelle l'école normale Alfred Cortot. Puis, j'étais allée faire un diplôme spécialisé dans la musique française du début 20e siècle. OK. Donc, j'ai travaillé du Debussy, du Fauré, du Ravel. Ça a passé vraiment vite, puis malheureusement, à la fin de ce séjour-là, mon professeur, il est tombé malade, puis il fallait qu'il aille se faire opérer. Fait que j'ai comme pas eu de cours. Ça s'est un peu fini en queue de poisson, mais j'ai vraiment aimé mon expérience quand même. Là, ça m'a... C'était qui ton prof? C'était Bruno Rigouteau. Ah oui, OK. Ouais, tu le connais, ouais. Ben, je connais de nom, là. Ouais. C'est ça, oui. Puis son fils aussi, c'est un pianiste, un bon pianiste. Et, OK. Ouais, j'ai acheté sa compilation de toutes les... En tout cas, il y a plein de concertos. C'est vraiment magnifique. J'adore sa manière de jouer. C'est un super prof. J'ai vraiment aimé mon expérience. Là. Puis ça, c'était en quelle année, ça, qui était allé? Donc, c'était 2015-2016. Ah oui, OK. Ah, ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans, oui. OK. Ça nous rajeunit pas. Fait que ça, c'était après ma maîtrise au conservatoire, en fait. OK. D'accord. Ouais. C'était comme du perfectionnement, de la recherche. C'était de te spécialiser dans la musique française. D'ailleurs, c'est ça, t'as fait un album qui est spécialisé, qui est comme concentré sur la musique française. Oui, exactement. Puis il y a un peu de Liszt, parce qu'on sait que... Ben, on sait ou on sait pas, mais que Liszt a beaucoup influencé justement les impressionnistes. Puis que c'est un peu comme le précurseur de l'impressionnisme. Fait que j'ai aussi mis du Liszt dans cet album-là. Oui, il y a Sospiro. Ouais. J'écoutais ça l'autre fois. Sospiro, Consolation aussi. C'est ça, la troisième? Il y a... Non? Non, c'est... Non, attends, c'est une autre affaire. Libestrom. Libestrom, ah oui, OK. Oui. Ça aussi, ça fait déjà un petit bout que je l'ai enregistré, fait que... Mais oui, c'est ça. Donc, 2020, je pense, c'est ça? Oui, en fait, il est sorti. J'ai fait le lancement de l'album la veille de la pandémie où est-ce qu'il a fallu qu'on reste chez nous puis tout ça. C'était la veille là, de... OK. Je sais plus comment on appelle ça, du lockdown ou... Ouais, c'est ça. C'était en genre le 15 mars ou une affaire comme ça. Là. C'est ça, ouais. Puis je l'ai comme sorti la veille, puis après ça... Ou en tout cas, c'était peut-être pas la veille. Dans ma tête, c'est la veille, mais peut-être que j'exagère un peu, mais c'était vraiment juste avant le lockdown. Puis le pire, c'est que le nom de l'album, c'est Masque, donc
Après, on portait des masques. Après, j'étais, oh mon Dieu, c'est comme si... C'était pas voulu, hein, c'était vraiment pas voulu. Mais ouais, ça s'appelle masque. Ben c'est pas un même masque, tu sais, on voit sur la pochette quand même, c'est un bal masqué, tu sais, c'est beaucoup... Exactement, Mais d'ailleurs, il y avait c'est pas le même sorte de masque. C'était quoi le concept de masque? C'est-tu Suite et Bergamasque de Debussy? Exactement, oui, parce que en fait... Il y a des poèmes qui vont avec ces œuvres-là, puis à un moment donné, Clair de lune, le poème, c'est que les gens sont cachés derrière des masques, et puis c'est un petit peu une métaphore sur on cache nos vrais sentiments, notre vraie personnalité derrière un masque social, donc... puis c'est la première pièce de mon album, qui est Clair de lune de Debussy, et donc c'est ce qui m'a donné envie d'appeler l'album Masque. Ah, nice. C'est ça. Tu l'avais enregistré... Où, ce disque-là? Alors, c'est au conservatoire, dans la grande salle, dans la belle grande salle dorée. Oui, OK. Sur le beau piano, là. Ah oui. Ouais, la salle de concert, c'est ça. Okay. Et puis, à la base, j'avais loué la salle de récital, parce qu'elle est quand même vraiment moins chère que la salle de concert. Louer la salle de concert, c'est extrêmement cher. J'avais la salle de récital. J'ai fait 2 sessions là-bas, puis après ça, je reçois un courriel du conservatoire qui dit le piano, il y a un problème technique. Et en fait, on va te rembourser ça. On va te donner 2 jours gratuits dans la salle de concert, puis tu vas pouvoir terminer ton album dans la salle de concert au tarif de la salle de récital. OK. Donc, j'ai comme recommencé 2 sessions d'enregistrement. Ouais. Puis finalement, moi, ça me dérangeait pas parce que c'est quand même... tant mieux si j'avais juste des pratiques de plus. On n'est pas tant que ça habitué à enregistrer, là. C'est vraiment... Ouais. Maintenant, je le suis plus avec toutes les vidéos que je fais, là, mais à l'époque, c'était comme... C'est toi qui... Parce que je sais que Gabriel aussi, c'est lui pas mal qui montait lui-même. Tu sais, pas qui montait, mais qui écoutait ce qu'il voulait garder. Tu sais, il n'y avait pas comme un réalisateur, des fois, une réalisatrice qui va... Ouais, non, c'est ça. C'était vraiment un projet que j'avais décidé de faire, mais j'étais en coopération avec... En fait, j'ai eu 2 personnes qui sont venues m'enregistrer, 2... techniciens, en fait, sonores, qui sont venus être avec moi dans les sessions de A à Z, là, et tout. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu Mais c'est toi 2 personnes différentes. C'est toi qui... C'était pas, mettons... c'est toi qui décidais, ben, je vais réécouter, puis c'est moi qui vais choisir ce que je prends. C'est pas eux qui choisissent. OK. Oui. Okay, d'accord. Parce que c'était pas non plus des pianistes ou des interprètes. Oui, c'était plus vraiment des techniciens. Des ingé-sons, là. Ah, OK. Des ingénieurs, exactement. Qui étaient spécialisés dans, justement, comment placer les micros. Puis ça aussi, c'est tout un art, là. Mais, donc, c'était ça mon expérience d'enregistrement au conservatoire. Cool. Ah, c'est le fun. Puis, est-ce que t'en as d'autres que tu veux faire prochainement? Des projets d'enregistrement? Ouais, c'est la question que je me pose. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas de label ou quelque chose. Fait que c'est moi qui... C'est à mes frais, là. Ouais. Mais oui, j'aimerais ça. Mais c'est tout un périple. Faire ça, là, c'est quelque chose, là, vraiment. Je sais pas si toi, t'en as déjà fait un ou t'as déjà embarqué dans... Oui, ouais, OK, ben, parce que moi, je suis passée à côté. Dans le fond, j'avais fait un premier album un peu homemade, là, tu sais, avec... Ben, tu sais, ça avait été fait à Sorel, à la Maison de la musique. C'était comme à la fin de mon concours. C'était comme quelques mois après mon concours. Je voulais mettre ça sur CD, puis... Je voulais que ce soit un peu un projet de financement pour aller étudier à l'étranger. Puis, ben, c'est ça, c'est... on fait ça à la Maison de la musique. C'était avec un ami qui m'avait offert gracieusement là, d'enregistrer, mais qui était vraiment féru de technique et tout ça. Donc, c'est ça. Mais après, en 2021, j'ai sorti un disque Pierné parce que je fais ma thèse sur Pierné, puis je joue beaucoup de ça. De cette affaire-là, là, de Pierné. Puis là, ben, là j'ai plus comme demandé une subvention. J'ai fait aussi du crowdfunding pour aller chercher des fonds. Ben, Puis là, ben, c'était plus gros. C'était le plus gros projet. J'ai loué le domaine Forget. Puis j'avais... Moi, ça avait été un peu dernière minute, je pense, une semaine avant. Je pense que j'avais toujours pas de personne pour me... J'ai dû changer de réalisateur. fait que j'ai trouvé quelqu'un une semaine avant qui est venu faire la réalisation du disque. Puis en même temps, elle était ingé son.
Fait que oui. OK, donc ça a fait un 2 pour 1. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. D'accord. Au début, ça devait être aussi avec un label. Puis finalement, pour des raisons artistiques, j'ai décidé de le faire par moi-même. De le faire juste d'autoproduire de A à Z. OK. Ça. Mais ça avait été stressant puis quand même gros. Là. C'est stressant, oui. Oui, vraiment. Mais j'ai appris beaucoup. Mais clairement, j'ai joué. Pour la prochaine fois, j'ai appris beaucoup. Comment faire bien préparer, bien, peut-être voir venir les trucs plus en avance. Oui, parce que c'est un autre mindset complètement, celui d'enregistrer versus celui de jouer en concert. Puis c'est vraiment... C'est pour ça que la réalisation, je faisais un CD double en 3 sessions de 3 jours. Puis c'était comme 2h15. Puis c'est ça, j'avais une réalisatrice qui a tout écouté, Mathilde Lemieux, elle a tout écouté, elle a tout décortiqué. Puis moi, j'avais juste à jouer, puis elle a dit « encore, refais ça ». Fait que, j'arrivais là hyper stressé parce que je pensais pas que ça allait être de cette façon-là. Puis quand j'ai vu que c'était comme ça, je fais « OK, au moins, il y a quelqu'un, qui surveille si c'est assez bon. » Parce que des fois, ça peut être stressant. Je sais pas, quand toi, tu as enregistré... Est-ce que j'ai assez de fois ce passage-là? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Tout ça? Je sais pas si toi, ça devait être quand même un peu anxiogène. Oui. C'est clair. Mais j'avais plus de temps par session que toi. Moi, j'avais des blocs de 4 heures. Il me semble que c'était des blocs de 4 heures. Mm-hmm. Fait que, il y avait la première heure où on plaçait les micros, tout ça, s'assurer que le son. Mais c'est un petit peu plus long. Puis je pense que j'avais 4 sessions pour mon album. Puis j'avais enregistré, par contre, le Scherzo numéro 2 de Chopin aussi, mais finalement, j'ai décidé de pas le mettre sur l'album. J'étais justement pas... J'étais pas assez satisfaite de ça. Mais moi, ça a été une histoire... on rentrera pas trop là-dedans, mais le premier ingénieur sonore que j'ai eu, ça s'est vraiment mal passé avec. C'est pour ça que je te dis, l'album a été fait avec 2 ingénieurs. Ouais. Et, mais donc, oui, c'est ça. C'était extrêmement anxiogène avec la première personne. Puis justement, la session où j'enregistrais le Scherzo de Chopin, c'était tellement toxique, l'environnement avec cette personne-là, que... Écoute, à un moment donné, j'arrête de jouer, puis je fais comme, je peux plus, je me suis mis à pleurer. Ah oui. Je me suis sentie comme, tu sais, comme les moments au conservatoire où est-ce que, tu sais, t'as ton professeur qui est comme vraiment intense, puis que, bon, en tout cas. Ouais. Puis, mais là, c'était ça, là. Mais versus, attends, je suis vraiment un adulte formé. Oui. T'es pas un pianiste, c'est pas ton rôle d'être comme ça. Ton rôle, c'est de me supporter là-dedans. Puis de faire en sorte que, justement, ce soit pas toxique. Donc, oh mon Dieu, c'était horrible. Donc, finalement, cette session-là, c'est pour ça que, écoute, ça a été à l'eau complètement. Là. J'ai dû, après ça, recommencer une dernière session pour terminer l'enregistrement de l'album avec une autre personne. Oui. Parce que, ça fonctionnait plus. Fait que c'est... Oui, je comprends tout à fait le climat anxiogène, puis de se demander, est-ce que c'est assez? Est-ce que j'ai assez fait? Mais en plus de ça, moi, je rajoute la couche de... j'étais vraiment pas bien avec mon technicien, mon premier technicien sonore. Puis après ça, je pense que j'ai eu une dernière journée d'enregistrement avec une nouvelle personne. Et là, j'ai réalisé, OK, ça va vraiment mieux. C'est pas censé être aussi toxique. Puis ça s'est tellement bien fait, ça a duré tellement moins de temps parce que j'étais moins stressée, je me sentais pas surveillée, jugée. J'étais pas découragée, donc c'est ça. C'est un petit peu l'histoire de mon album. Fait que des fois, quand je repense à faire un nouvel album, j'ai tellement le trauma de ces 4 sessions que j'avais passées avec la personne. Fait que c'est un peu oui et non, mais... Si tu la connaissais pas avant de travailler avec, ou tu savais pas qu'elle allait être comme ça en travaillant? Ben non, je savais pas qu'elle allait être comme ça. Je la connaissais à travers plusieurs personnes, puis on s'était rencontrés quelques fois. Puis c'est comme s'il y a eu un switch dans sa personnalité, mais là, tu sais, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que lui, il a vécu des affaires personnelles et qui a... donc, bref. J'ai un peu vécu la même chose au niveau de la réalisation, tu sais. C'était avec c'était un ami, puis c'est toujours un ami, mais c'est juste que on dirait que quand on passe peut-être la trentaine... tu sais, je pense qu'avant, on pouvait accepter, tu sais, que des profs un peu nous rentrent dedans ou, tu sais, qu'ils soient... un peu comme un coach qui veut pousser, mais que des fois, ça peut être quand même dur.
On dirait qu'il arrive un certain âge où on peut plus encaisser, c'est un peu cette violence-là, tu sais. Je pense pas qu'ils les font violemment, mais si quelqu'un, moi je me dis, si quelqu'un arrive dans la salle puis écoute ce qui se dit, il doit dire « My God, c'est intense », tu sais. Il me semble qu'il va fort. Je pense qu'il y a comme un âge, on peut plus... tu sais, ça prend plus de la bienveillance. Ben, peut-être que ça prend la bienveillance dès le départ, là, mais... Oui, ça c'est tout un sujet aussi, hein, oui. C'est ça, tu sais, parce que c'est déjà quelque chose... Mais moi, j'avais même pas passé la trentaine à cette époque-là de mon album, mais dans tous les cas, oui, absolument. Je pense que après avoir vécu aussi beaucoup de... Comme tu as mentionné le mot violence psychologique et beaucoup de raideur et de... En tout cas... Je sais pas si tu veux qu'on entre là-dedans, mais après avoir vécu tout ça, puis avoir eu un laps de temps entre les deux, donc fin conservatoire, laps de temps, tu vis ta vie, tu rentres dans le marché professionnel, je décide de faire un album, c'est un projet personnel. Ouais. Là, rendu là, il y a eu assez de temps qui s'est passé entre les deux pour réaliser ce que je vaux, comment on doit me parler, ce qui est raisonnable de me faire dire sur quel ton et ce qui ne l'est pas. Tu sais, je pense qu'aussi... Après avoir fini d'étudier, on devient des adultes où on réalise aussi notre valeur en tant qu'interprète, puis ce qu'on a à donner, puis comment... c'est ça. Donc, on réalise aussi comment on devrait se faire parler et ne plus se faire parler, puis c'est quelque chose de très bien, justement, pour n'importe qui d'apprendre à mettre des limites. Puis, quand on fait un album, c'est vraiment important aussi de ne plus se sentir comme un élève, parce que il faut justement qu'on prenne des décisions artistiques, puis il faut qu'on se sente comme un adulte qui est capable de prendre des décisions artistiques. Donc, c'est très important de ne pas se faire parler justement comme un élève, puis se faire chicaner, puis tout ça. Ça doit être des collaborations. Puis comme tu dis, se faire parler avec bienveillance. Donc, il y a ça aussi. Moi, si je commence à me faire dire des choses comme ça, j'ai réalisé pendant que je faisais l'album que je re-rentrais dans le moule de moi, étudiante, qui veut faire plaisir à son professeur, puis hey, c'est pas ça du tout, là. Il faut que... C'est pas une affaire de faire plaisir, c'est... En tout cas... Faut d'abord se faire plaisir à soi, tu sais. Oui, comme avoir du fun à le faire. Ouais. Oui. Puis c'est plus une affaire de je fais pas l'album pour faire plaisir au conservatoire, pour faire plaisir au professeur. Non, je le fais pour moi, par décision artistique, pour me remplir, moi, en tant qu'interprète. Tu sais, pourquoi on écouterait... L'île joyeuse de Debussy, de Marianne, tu sais. Pourquoi on veut écouter? Parce que c'est la version de Marianne, c'est la façon que tu vois Debussy, c'est ta touche, c'est ta recherche à toi. Tu sais, qu'on veut entendre Marianne qui joue du Debussy. On veut pas entendre, une version idéale de Debussy. Tu sais, je pense que c'est ça l'intérêt aussi, peut-être de faire des enregistrements d'œuvres qui ont été enregistrées des centaines de fois. Exactement, parce que sinon, c'est quoi le but, tu sais, d'enregistrer si c'est pour jouer... Ouais, comme tu viens de le dire, en fait, c'est de... On le joue avec notre cœur, notre âme, puis c'est notre version. Puis après ça... je pense qu'on a tellement été loin au conservatoire dans nos études et tout, dans nos connaissances musicales. Il faut se faire confiance aussi, là. On est capable, on a pris des bonnes décisions artistiques. Puis après ça, c'est peut-être pas des décisions que tout le monde va être d'accord. Puis c'est probablement absolument pas la version parfaite de l'île joyeuse, par exemple, mais c'est ma version. C'est ça. Oui. Voilà, tu sais, Glenn Gould, il y avait ses versions aussi qui souvent allaient loin de ce qu'il fallait faire, là. Fait que il y a justement beaucoup de polémiques autour de lui. Il y a des gens qui le détestent, qui détestent Glenn Gould, que c'est une horreur et tout. Puis d'autres qu'au contraire, c'est un dieu, c'est le plus grand génie qui a interprété Bach. Bref, mais... c'est intéressant. Ça me fait penser parce que, tu sais, moi, je suis toujours en train de faire une thèse sur l'interprétation de Pierney, puis je travaille sur des rouleaux, des enregistrements qu'il a fait sur des rouleaux perforés pour les pianos mécaniques. Fait que là, j'ai pu enregistrer ça, puis, tu sais, j'étais en train d'analyser ça pour ma thèse. Puis, tu sais, le but, donc, Pierney a enregistré, donc t'as sa version exacte.
Ouais. Sur rouleau, ça, c'est cool. Sauf que le rouleau, c'est fiable à moitié. Surtout le style de rouleau que lui a utilisé, il n'y a pas les nuances, il manque un peu de détails, mais tu peux quand même voir quand est-ce qu'il accélère, quand est-ce qu'il ralentit. Tu peux quand même voir des choses, entendre des choses. Fait que, tu sais, depuis que j'ai entendu ça, des fois, je me permets, je peux faire beaucoup plus de ralenti ici. Fait que, tu sais, ce que je me rends compte, c'est que ce qu'il y a dans la partition, c'est vraiment pas... tu sais, il y a vraiment plus que la partition. Tu sais, au niveau de l'interprétation, tu sais, on peut être plus libre, tu sais, se donner certaines libertés, pas de copier ce que lui faisait, mais d'être plus libre dans notre interprétation. Parce que souvent, tu sais, on a peur d'être trop loin, tu sais, de la partition, puis de déroger, mais finalement, on dirait, tu sais, peu importe la recherche qu'on fait, c'est que ça l'ouvre les possibles, j'ai l'impression. Mais vraiment, vraiment. Puis c'est intéressant justement que tu parles d'enregistrement parce que quand on entend des vieux enregistrements, par exemple, je pense que j'ai écouté récemment du Forêt qui jouait la pavane de Forêt. Je pense que c'est les mêmes rouleaux. C'est les rouleaux de Upfeld. OK. Ouais. Puis t'écoutes ça, puis t'es comme, waouh, c'est tellement pas comme ça qu'on jouerait ça aujourd'hui. Puis c'est vraiment intéressant d'entendre les compositeurs parce que justement, je pense que le style d'interprétation a énormément changé là, en 100 ans. Puis c'est vraiment, vraiment le fun d'entendre des compositeurs jouer leurs œuvres. Puis là, tu fais « Oh, mon Dieu, OK! Oui. » C'est pas parfait, c'est pas... Bon, après, tu dis que c'est sur rouleau, là, peut-être que oui, effectivement, mais il y a quelque chose de... C'est pas la recherche de la perfection comme aujourd'hui. Après ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, parce que ça a tellement été enregistré 1 million de fois que, tu sais, il faut atteindre un niveau aussi incroyable. Mais c'est le fun de revenir à ça puis de faire, hey, dans le fond, le but de la musique, là, c'est pas que ça soit parfait. Puis. Oui. Peut-être plus habité puis dans le flow de l'émotion. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le montage qui est rendu tellement facile avec les crossfades, tu peux mettre dans 1 minute de musique, il peut y avoir comme 20 coupures. Plusieurs coupures, oui. Ben oui. Ce qu'à l'époque, ne pouvait peut-être pas faire. Mais je pense que les rouleaux, ils pouvaient supprimer les fausses notes, je pense, sur les rouleaux. Oui, ils coupaient puis ils recollaient les rouleaux. Me semble, en tout cas, Glenn Gould, il faisait ça. Ou peut-être pas les rouleaux, mais en tout cas, les bandes, là, c'était peut-être plus par bande que rouleau. Là, je dis n'importe quoi. Mais il faisait du montage aussi, là. Oui. Sauf que c'était peut-être plus touché, tu fallait peut-être qu'attendre un silence, une partie où est-ce qu'il y a plus, tu sais, pour... Oui. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça paraît plus, puis c'est en plein milieu de la phrase, tu sais, je sais. Tu corriges tout. Il y a des fois, tu corriges juste une note, genre un dixième de seconde, tu te corriges la note. Tu peux faire ça, tu sais. Oui. Dès que t'es bon en montage sonore, tu peux faire n'importe quoi. Mm-hmm. Ouais. Hey, on va continuer. Oui. Ben, c'est le volet parce que tu enseignes chez toi. Chez toi. Je sais pas, en fait, là, parce que quand j'enseigne chez moi sur les vidéos. Puis t'enseignes depuis... Est-ce que tu as toujours enseigné, même quand tu étais au conservatoire à Montréal, ou c'est quelque chose que tu as décidé de faire par après, l'enseignement? J'ai toujours enseigné comme, tu sais, gagne-pain à côté, là. Fait que j'ai commencé, je pense que j'avais 16 ans avec des voisins à côté de chez moi, puis ils voulaient prendre des cours. Mais je t'avoue que je savais pas trop ce que je faisais, là. Dans le fond, je réalise, waouh, OK, je donnais des cours de piano, mais à 16 ans, t'es comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, j'ai enseigné dans des petites écoles la fin de semaine quand j'étais au conservatoire, où j'allais aussi enseigner chez des gens, là... Je me souviens que je faisais ça. J'avais un soir de semaine, puis j'avais un jour de fin de semaine parce que j'enseignais dans une petite école de musique. C'est pas mal ça que je faisais. Puis après ça, quand j'ai fini mon conservatoire, là, tu te réveilles puis tu te dis OK, qu'est-ce que faut faire l'épicerie, là. Faut payer le loyer. Faut payer le loyer. Puis, ça aussi, c'est un choc, là, terminer le conservatoire, où est-ce que tu es dans... full-time pratique, interprétation, mode performance. Puis là, après ça, tu te retrouves... Bon, fait que j'ai commencé à mettre des petites annonces. Puis dans le temps, je me souviens, je mettais des annonces dans les écoles primaires, dans les babillards, là. Fait que
je mettais mon annonce avec les petits bouts, puis là, tu peux déchirer mon numéro de téléphone. Là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop ça. Ah oui, j'ai fait ça aussi, là, pour des choses. Maintenant, peut-être plus les mails, là, les adresses courriel. C'est ça, oui. Ah ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment drôle. Puis je mettais des annonces sur, je pense, Kijiji. Puis je me suis fait ma classe de piano comme ça. Puis ça s'est bâti. Puis là, j'ai commencé à enseigner à beaucoup d'élèves dans des écoles primaires. Puis là, eux, ils disaient « Ah, ma prof, c'est elle. » Fait que là, je finissais par enseigner à beaucoup d'élèves de ces écoles-là. Puis je me suis fait ma classe. J'ai commencé à faire des concerts de Noël, concerts de fin d'année, puis tout ça. Au conservatoire, je pense, j'ai salle de oui, récital, c'est vrai que je faisais mes concerts de Noël puis de fin d'année au conservatoire à la salle de récital. Ouais, quand même un beau cadre pour des élèves. Oui, c'est vraiment le fun. Grand piano. Mais là, j'ai arrêté de les faire là depuis la pandémie parce que, tu sais, les prix ont vraiment explosé. Puis là, c'était comme rendu... ça avait plus d'allure, là, comme pour mon concert d'élèves. Fait que finalement, j'ai commencé à faire ça ailleurs. Puis là, maintenant, je vais essayer une nouvelle salle pour le concert de fin d'année. Puis je croise les doigts, j'espère que ça va être bien. OK. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai toujours enseigné en parallèle de mes études, mais plus sérieusement. Oui. Puis... J'ai enseigné aussi... Oui, pardon. Oui, non, vas-y. J'ai enseigné aussi à l'école secondaire Pierre Laporte. Oui. Puis c'est là que j'ai étudié avant d'aller au conservatoire. Puis à l'époque, c'était un programme de musique, là, concentration, musique, c'était très, très fort. Là. Il y a énormément de musiciens qui sont sortis, qui ont fait des carrières, mais qui sont allés à Pierre Laporte. Mais il y a eu des subventions qui ont été... là, maintenant, il n'y a plus de subventions. C'est vraiment triste. Puis ça a commencé quand moi, j'étais en secondaire 5, là, les coupures de subventions. Puis là, moi, quand j'étais allée enseigner là, je pense qu'ils recevaient peut-être, je ne sais plus combien de pourcentage de la subvention initiale, mais à chaque année, ils coupaient de plus en plus. OK. Fait que moi, j'étais dans les dernières années là, du programme piano. Maintenant, il existe, je pense, juste les ensembles à cordes puis les ensembles à vent. Mais il n'y a plus de cours privés de piano. En tout cas, ça, je sais que le programme piano n'existe plus. Fait que j'ai enseigné là, je pense, 3 ans. Puis après ça, ils ont dû couper tous les derniers profs de piano qui étaient engagés pour en garder juste une. Puis après ça, c'est mort pour vrai. C'est triste. Ben, maintenant, il y a... C'est vraiment triste, ouais. Puis il reste Joseph-François Perrault, j'imagine, qui doit faire encore de musique-études, Vincent Dindy. Oui, sauf qu'il n'y a pas de piano. Il n'y a pas... Ce qui était vraiment spécial avec Pierre Laporte, c'est que c'était des cours privés. C'était pas de la musique d'ensemble. C'était vraiment spécialisé en... tu sais, j'avais un cours d'1 heure par semaine de piano, là. C'est quand même en privé. Puis tous les instruments avaient leur cours privé. Mais t'as pas ça nulle part ailleurs. Là, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais... Peut-être Vincent Dindy, je pense. Oui, mon chameau, mais c'est ça. Ils ont ça, là. Mettons, Vincent Dindy, ils ont musique-études primaire. Mais sauf que c'est en parascolaire, je pense. C'est pas... non, non, parce que j'avais enseigné en 2014, puis il y avait... je pense, il y avait primaire avec l'école... le matin, ils venaient faire le piano, ils venaient faire leur piano, puis ensuite, l'après-midi, ils allaient faire leur école, là, une autre école, puis il y avait aussi le secondaire aussi. Oui, musique-études. En 2014, je sais plus, après, d'après moi, ils ont dû continuer. Là. Ouais, ça doit continuer. Il y a Regina Assumpta, je sais pas aussi. Oui, c'est vrai, oui. Mais en tout cas, c'est comme si on juste déplacé le programme ailleurs, on dirait, tu sais, je sais pas. Oui, mais c'était tellement... pousser les cours à Pierre Laporte. En tout cas, on avait 1 heure d'harmonie, 1 heure de solfège, 1 heure de chorale, 1 heure de... À chaque semaine, c'était vraiment... Je me souviens, quand j'étais arrivée au conservatoire, là, en solfège, puis dans toutes les matières théoriques, j'étais placée comme première année de bac, mettons. Parce qu'au conservatoire, on pouvait être, mettons, en piano cégep, mais après ça, tu faisais des auditions pour tout le reste, fait que tu pouvais être dans différents niveaux. Fait que moi, j'ai terminé mon solfège vraiment avant que je termine mon piano. Tu sais, c'est des trucs comme ça. C'était vraiment fort. C'est très triste que ça soit terminé, mais voilà. Moi, j'étais arrivé contraire. Donc, j'étais arrivé comme... j'étais arrivé en secondaire, je sais plus trop quoi. Je pense que j'étais arrivé avec 1 année de retard sur mon niveau de piano. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé... dans les matières théoriques. Ouais, c'est ça. J'ai commencé mon cégep, mais j'étais en solfège 1 année en dessous. Puis j'ai toujours été comme... toujours décalé d'1 an à cause de ça. Je n'avais fait des cours de solfège, tout ça, mais tu sais, j'étais pas allé dans une école concentration et musique. Là. Ouais, c'est ça, pas autant qu'au conservatoire, disons. Oui.
Non, c'est ça. Fait que, puis cet enseignement-là que tu fais maintenant depuis longtemps, est-ce que c'est quelque chose, j'imagine, quelque chose qui t'inspire en tant que pianiste, en tant que musicienne? Est-ce que ça te nourrit? Si oui, de quelle manière? Oui, ouais, c'est une super bonne question. Ça me nourrit en tant qu'artiste, oui, énormément, mais d'une manière que j'aurais pas pu prévoir d'avance. Parce que, juste pour expliquer ce que je veux dire, il y a un gros dilemme quand t'es pianiste entre, OK, est-ce que j'enseigne, est-ce que j'abandonne une partie de moi si je consacre ma vie à l'enseignement? Il y a comme une balance à trouver là-dedans parce que en tant qu'interprète, là, c'est comme si tu te dis, OK, si j'enseigne trop, j'abandonne la partie interprète de moi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Ça peut être un peu frustrant. Ça peut être... oui, c'est ça. Ben, c'est comme... Moi, je le voyais vraiment comme si, oh mon Dieu, l'enseignement, ça peut... Ou surtout quand j'étais au conservatoire, j'avais une vision de, OK, si je deviens professeur de piano, je ne suis plus pianiste, tu sais. Mais c'était des visions préconçues un petit peu. C'était pas la réalité. C'est pour ça que je dis que ça m'inspire énormément, mais d'une manière que j'aurais pas pu savoir. Puis c'est en enseignant, puis en devenant, en faisant ça de ma vie, là, finalement, que je réalise à quel point ça me nourrit aussi en tant qu'artiste. Juste, par exemple, le regard que les enfants ont sur la musique. Pas tous mes élèves, mais j'ai des élèves par-ci, par-là qui, quand ils découvrent la musique, ils sont tellement comme oh, « Wow! » Il y a tellement ce regard-là de... Pour eux, c'est la première fois, mettons, qu'ils entendent une tierce majeure versus une tierce mineure. Tu sais, pour nous, on est juste comme « Ouais, c'est une tierce majeure, une tierce mineure. » Puis là, ils entendent la différence, ils sont comme « Oh! C'est beau! » Ou ils entendent un accord de sol mineur, là, disons, pour la première fois, un accord mineur, puis là, « Wow! » Puis c'est ce regard-là, tellement de magique, qui vient me nourrir puis me rappeler « Wow! » C'est vrai que la musique, tu sais, nous, on fait ça de notre vie, on est tellement habitués, on a tellement entendu d'affaires. Des fois, on est un peu, pas rendu insensible, mais presque. Là. Puis là, de revoir ça chez les enfants, t'es comme, hey, c'est vrai que la musique, c'est vraiment magique, là. Puis ça en prend pas beaucoup pour que ça le soit. Puis de voir ça dans le regard des enfants, ça me nourrit énormément, genre, vraiment. Puis j'aurais jamais cru que ça me nourrisse autant. OK. Ah oui. Ouais. Fait que c'est spécial, mais je pense que, ouais. Vraiment. Tu t'attendais pas à avoir cette réaction-là chez les élèves. Puis sinon, est-ce que... Ben là, je vois que tu fais beaucoup de vidéos. Est-ce que tu veux aussi faire des concerts? Est-ce que ça te manque la scène? Est-ce que tu fais encore des concerts? Parce que Oui, c'est vrai que depuis... ouais, t'as raison. Depuis la pandémie, là... genre, écoute, je pense que j'ai joué une ou deux fois. Ouais, c'est tout. Ouais. Fait que, effectivement, ça me manque. Mais je pense que le fait que je fasse mes vidéos puis tout ça, ça vient vraiment ça vient combler ce manque-là de jouer en public. Mais j'aimerais vraiment ça, comme refaire des concerts puis des choses comme ça. Mais c'est vraiment difficile quand t'enseignes, là, parce que c'est ça l'affaire. Quand tu donnes des concerts, ça prend tellement de temps de pratique, ça prend énormément de temps. Puis là, quand t'enseignes, c'est vraiment bon. Comme je te dis, là, c'est une balance... c'est pas facile à avoir, cette balance-là. Donc, ouais. Parce que dans le fond, c'est-tu parce que dans le fond, tu trouverais que ça serait pas à la hauteur de ce que tu pourrais jouer parce que t'as pas assez de temps, mettons, pour travailler? Est-ce que ce serait ça? Ben, oui, peut-être un peu. Peut-être que ça me... Je suis pas trop sûre de comment expliquer ça, mais tu sais, mettons, j'enseigne entre 5 et 6 heures par jour. Ouais. Mais, admettons que je veux me préparer pour un concert, là, il faut quand même que je pratique beaucoup. Fait que là, ça fait... Puis, tu sais, 5-6 heures d'enseignement, tu peux te dire, c'est pas beaucoup, 5 heures de... Mais c'est niveau énergétique, c'est vraiment énergivore. Ça dépend comment tu... beaucoup d'énergie. Ça dépend aussi. C'est ça. Moi, je donne beaucoup d'énergie quand j'enseigne. Je sais que quand je finis mon 5 heures d'enseignement, puis surtout que c'est toujours en un seul bloc, je suis comme... je suis fatiguée, tu sais. Fait que... Ouais, il y a un peu ça, mais... dans le fait de... OK, il faut... Pour se préparer à jouer en concert,
ça prend beaucoup de temps de pratique aussi. Puis mental, mais peut-être une charge que, mentale aussi, là. Une charge mentale, oui. Alors... Je te comprends, là, parce que j'enseigne plus de manière régulière depuis... C'est ma 2e année, là. J'avais déjà fait un peu d'enseignement aussi quand j'étais à Montréal, là, dans des écoles, mais là, j'ai une charge de 18 heures à peu près par semaine. C'est quand même, ça va, c'est pas si pire que ça, là. C'est comme deux gros jours plus une demi-journée. Puis, tu sais, depuis que je fais ça, je fais moins de concerts, là. C'est catégorique. Tu sais, avant, j'avais pas ça, fait que je faisais des concerts, je cherchais toujours une occasion de jouer, mais depuis que j'ai ça, j'ai commencé à choisir, tu sais, comme, OK, un concert dans 8 mois, le programme, je sais déjà c'est quoi, OK, tu sais, mais d'arriver, puis un concert dans 2 mois, go, monte ça, tu sais, c'est moins possible, là, avec... C'est ça, c'est plus difficile. Mm-hmm. Mais j'aimerais vraiment ça, comme rejouer un peu plus, tu sais, puis refaire des concerts. Ça me manque, vraiment. Ouais. Puis ça serait quel genre de répertoire que tu jouerais, mettons? Ben oui, tu sais, là, j'ai vraiment découvert Louise Farinck, là, récemment. Mm-hmm. Ben, je la connaissais de nom, mais là, j'ai une relation un petit peu plus intime avec elle, là. J'apprends ses pièces et tout, puis là... Mais t'as un projet, on dirait? T'as un projet de mettre l'intégrale des études? Je sais pas, j'en ai vu plusieurs. Oui. Ben en fait, là, je suis rendue à la 7e sur 12, là. Ça avance plus lentement que je pensais, parce que là, entre-temps, je fais comme plein d'autres vidéos. Fait que là, dès que j'ai un peu de temps, je suis comme, OK, je monte la prochaine étude. Mais oui, monter les 12 études de dextérité, qui sont... C'est super cool comme étude. J'adore la découvrir. Puis à chaque fois, c'est des petits univers différents. Mais cette femme-là est incroyable, puis c'est vraiment triste parce qu'elle passait un petit peu comme... Elle a été balayée là, dans l'histoire, là, sous le tapis, puis c'est assez récemment que les gens ont commencé à la redécouvrir, puis à faire comme, hey, c'est pas n'importe qui, là, elle mérite sa place à côté de Ravel, de Debussy, de Fauré, là. Elle mérite sa place vraiment. Donc, peut-être que j'intégrerais du Louise Farinck. En fait, pas peut-être, c'est sûr et certain que j'intégrerais du Louise Farinck dans un concert. Et, Bon, est-ce qu'on écoute un bout? On pourrait écouter... Oui, pourquoi pas? Allez-y. Allez, on va écouter Allons-y. La troisième étude de dextérité. Oui. Ouais, c'est à la fois virtuose et à la fois musical. Hein? C'est pas juste des études techniques à la Giorni. Hein? Il y a quand même la poésie, une recherche musicale là-dedans. Oui. Oui. Mm-hmm. Puis ça, ces vidéos-là, ben, est-ce que
T'es très perfectionniste quand tu fais ça? Est-ce que tu fais du montage ou c'est vraiment des one take? Comment tu... Alors, oui. Ce que je fais, c'est que je l'enregistre sur mon piano avec une clé USB. Donc, comme ça, on n'entend pas des bruits de fond. Mais je suis assez perfectionniste, mais pas au point comme si je me disais j'enregistre un disque. Parce que ça reste que c'est pour YouTube, puis je peux pas comme... C'est sûr, là, j'écoutais ça, puis je suis comme, il y a des petites affaires, mais en même temps, pour les... Il n'y a pas tant de vues que ça non plus, puis je peux pas mettre toute mon énergie là-dessus, mais je suis quand même contente de ce que ça donne pour YouTube et tout. Mais si je faisais un disque, c'est sûr que je le perfectionnerais encore plus. Là. Mais ce que j'aime le plus dans mes vidéos, parce que là, on a entendu l'audio, mais c'est toute la recherche de, OK, quel plan de vue je vais faire. Comme, limite, je suis quasiment plus perfectionniste avec ça. Là. Ouais, allez voir sur YouTube, hein, parce que c'est des vidéos. C'est des vidéos, ce qu'on entend. Oui, c'est ça, c'est des vidéos. C'est parce que ce que je veux faire, mon point là-dessus, c'est d'ajouter l'élément visuel aux œuvres, aux pièces. Puis pas juste, OK, on a un plan de vue, puis that's it. J'essaie de trouver des plans de vue originaux, qu'on s'ennuie pas en regardant ça aussi. Fait que je fais la même prise visuelle, là, tellement de fois avec tellement d'angles différents, puis après ça, je fais un gros montage vidéo surtout. Puis audio, c'est sûr que là, ça va dépendre. Là, des fois, je vais prendre, mettons, première partie, deuxième, puis ça, je fais plusieurs prises. T'es capable quand même, c'est toi qui fais. T'es bonne à faire du montage. T'es à l'aise avec ça. J'ai développé ma nouvelle passion qui est montage. Ouais, ça a été les passions de pandémie pour les musiciens. Ça a été moi aussi. J'ai commencé à faire la vidéo pendant la pandémie. L'audio, j'en faisais depuis un bout, mais la vidéo, pour moi, c'était encore compliqué. Mais là, c'est bon. Mon petit Final Cut, là, ça marche bien. Puis OK, ouais, ça marche bien. OK. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, parce qu'il y a deux qui ont fait le podcast Terry Saloff, qui était juste le podcast avant, qui lui aussi, il était vraiment... il trouvait, au lieu de faire des enregistrements, des albums, il était plus porté à aller faire des vidéos, justement, ce que tu disais, de montrer plusieurs angles de vue, qui avait l'intérêt... il y avait un réel intérêt, pour... pour ceux qui regardent, pour les pianistes, de voir la musique, de voir les gestes, tout ça. Fait que ça, puis étant donné aussi, Louise Faring, c'est aussi des œuvres pédagogiques là, que je suis en train de... les études de dextérité, donc c'est quand même pratique de voir la personne jouer. Ça dépend des vidéos. Je sais que la troisième, je suis allée dans le montage vidéo, c'est un petit peu plus funky. Là. Je fais des affaires vraiment plus... je sais pas si tu as vu la vidéo, là, mais comme... Là, je me suis comme laissée aller. Là, oui. Ça finit, mais il y a des vidéos. Ouais, c'est celle-là, la troisième. Mais il y a comme plein de montages, genre des fois, on voit un peu la moitié d'en haut, la moitié d'en bas. Comme ça, je me suis vraiment laissée aller dans ce montage-là. Mais de base, c'était de vraiment bien voir les mains puis les partitions. Mais j'essaye, à chaque vidéo, en fait, je pars pas avec une idée tant que ça, genre, OK, c'est ça que ça va donner. C'est en le faisant. Oui. Là, des fois, j'ai des idées, puis tout dépendant aussi du temps que j'ai à mettre sur une vidéo. Des fois, ça peut aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo que d'autres, là. Mais c'est ça, je parlais du perfectionnisme parce qu'il y avait Amanda Kuhn aussi qui a fait le podcast, puis qui disait justement que on avait les musiciens avaient un problème commun, là, c'était pas la peur de s'exposer, mais de tout le temps être en train de parfaire puis de jamais partager parce qu'on trouve que c'est pas comme assez bon encore. Puis pour le problème avec ça... Puis de se faire juger par d'autres pianistes. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on partage rien. Puis au final, tous les gens normaux, là, qui eux, ça serait extraordinaire, ben ils vont pas entendre parce qu'on est encore en train de penser que ça peut être meilleur. Puis comme cette espèce de recherche de la perfection, toujours, qui au final est pas toujours positive, là, si on se met jamais de l'avant. Exactement. Puis comme tu dis, c'est en le faisant, c'est en le faisant, tu dis que tu t'es amélioré, pas nécessairement en travaillant une vidéo, qu'elle soit parfaite du premier coup, mais à force d'en faire, ça va plus vite, puis là, tu as plus d'idées. Puis Oui, exactement. Puis tu développes une méthode de travail. Là, maintenant, je sais exactement comme chaque étape. Je sais même dans quel mindset je dois être quand j'enregistre, parce que là, tu sais, j'enregistre beaucoup, puis souvent. Fait que maintenant, je le sais dans quel
état d'esprit je dois être. OK. Je sais comment faire le vide dans mon esprit quand je dois enregistrer. Je sais quand ça va pas fonctionner, qu'il y a trop de bruit dans ma tête. C'est pas genre dans mon horaire, je mets la vidéo, sinon, tu sais, parce que moi c'est comme, oui, comment je me sens, des fois, je suis plus comme inspiré, mais si je le mets pas dans l'horaire, je le ferai pas. Tu sais, fait que toi, c'est pas, toi, c'est vraiment comme, comment tu te sens, si tu le sens, tu le fais. Non, mais c'est dans mon horaire. Comme j'ai toujours un plan de quelle vidéo je veux poster, puis un laps de temps. Okay. Mais tu sais, des fois, mettons, dans mon horaire, je sais que demain, je me dis, OK, demain, là, je suis rendue à l'étape, je vais... il faut que je me mette à l'enregistrement. J'ai pratiqué ma pièce. Ouais. OK, là, je vais enregistrer. Mais tu sais, des fois, la partie enregistrement va être plus longue parce que je suis pas dans le bon état d'esprit ou ça fonctionne juste pas, là. Des fois, ça va être juste plus long. C'est pas que ça va pas marcher, mais ça va être plus long avant que ça marche. OK, ouais. Mais c'est dans mon horaire, puis je le fais, puis... Puis de savoir passer à l'étape suivante aussi, de pas toujours de rester en train de piocher sur la même marche, là, de savoir, il faut passer à... Exactement, puis ça, j'ai comme compris aussi que des fois, ça marche pas aujourd'hui, ben je vais recommencer demain, puis... Le fait des fois d'avoir rushé sur un truc la veille en enregistrant, le lendemain, c'est comme si ça a débloqué. OK. Fait qu'il y a ça aussi, des fois, de faire... regarde... Il y a eu des fois où j'ai repoussé, je m'étais dit, OK, là, je poste ma vidéo, disons, il faut que ça soit posté samedi. Puis là, je me mets des deadlines. À un moment donné, je réalise, je suis comme, hey, là, il y a personne qui attend avec impatience ma vidéo puis qui va être tellement déçu que je ne l'ai pas postée samedi, tu sais, comme, on va se calmer. Puis je la poste le dimanche ou des fois, ça a même été repoussé d'une semaine. Regarde, c'est pas grave, là, je le fais pour moi. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends. Ouais. J'ai fait la même chose. Pour le podcast aussi, il y en a un que j'ai... C'est ça, à un moment donné, tu veux que ça avance, fait que tu te mets des dates, mais là, après ça, il faut être capable, des fois, pas respecter à 100% le plan. Là. Ben oui, c'est ça. L'important, c'est de continuer à avancer, là, mais la vie arrive. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis on n'est pas des machines, puis on est habitué là, à être entraîné comme... Il faut pratiquer à tous les jours. Au conservatoire, on se laissait pas de journée là, de congé. Mais là, maintenant, là, j'ai appris à faire comme la vie, il y a des imprévus. Il y a des journées où je vais avoir moins d'énergie. Il y a des journées où je vais en avoir plus. Puis c'est en fait, de mieux me connaître, c'est de mieux travailler avec moi-même, finalement. Parce que je suis mon boss. Je suis mon propre boss, finalement, dans un certain sens. C'est moi qui fais mes horaires de piano. C'est moi qui organise ma vie. Fait que quand j'ai une belle semaine, je me sens beaucoup d'énergie, ben là, j'ai envie de faire plein de choses, fait que je roule là-dessus, puis quand il y a des semaines où je me sens un peu plus tranquille, là, je vais être comme, OK, ça, c'est des semaines où je peux plus réfléchir, puis être dans la préparation ou la planification. Donc, c'est plus de mieux travailler avec moi-même, avec comment je fonctionne. Et ça aussi, c'est un grand plus de se connaître là-dessus. Et non pas de juste pousser. Puis quand je suis fatiguée, je suis comme, non, tu pousses pareil. Oui, il y a des fois où je vais pousser, mais il faut faire attention parce que tu peux aussi trop te fatiguer puis t'écœurer. Puis moi, c'est pas ça mon but. Là. Je veux justement... on a tous des cycles, tu sais, de créativité aussi, puis des cycles, puis c'est de rouler, puis de fonctionner bien avec ça. Et c'est ce qui fait que ça fait 10 ans, là, à peu près, que j'ai ma chaîne YouTube, puis que j'y arrive, là, à le tenir. Puis là, c'est beaucoup plus sérieux depuis comme une couple d'années, là, où je poste, parce que là, maintenant, je suis rémunérée, fait que là, c'est sûr que, c'est le fun, là, tu sais, tout ce travail-là, 6 heures, il y a une rémunération qui vient avec, fait que là, c'est vraiment mon travail aussi, mais il faut pas que je m'épuise. Il faut que je fasse attention parce que ça, faire des vidéos YouTube, là, ça peut être juste 100% de mon temps. Là, ça s'arrête jamais. Tu penses à la prochaine vidéo. Après ça, tu pratiques, t'enregistres. C'est comme non-stop. Là, donc, faut faire attention à ça. Puis accepter quand tu as des phases où est-ce que je vais prendre une petite pause, là, mettons, là. Ouais. Puis étudier un peu comment ça fonctionne. Mais tu sais, c'est ça, parce que là, t'es rendu à, je sais plus, mais plusieurs milliers de followers, là,
sur YouTube, là, ouais. je suis presque à 20 000. Ouais, là. c'est comme, wouh! Ouais. Je pensais jamais Ouais. là, que ça puisse m'arriver. Puis, Là, il y a une ouais, vidéo, il y a une vidéo qui passe, qu'on voit passer souvent sur les réseaux, et je pense que c'est 75 millions. Hey, oui, là, ça a encore augmenté. J'ai regardé hier, là, je suis comme 79 millions. Ouais. Non, mais c'est Honnêtement, c'est incroyable. un chiffre qui est comme Ouais. absurde. Ouais. Puis c'est ça, c'est un short, c'est toi qui, Oui. avant de jouer, tu règles ton siège parce qu'on dirait que t'es pas assez lourde pour le descendre. Fait que là, il y a Philippe Chioux, ton accompagnateur, qui vient t'aider pour le descendre. Puis ça, c'était dans un concours. C'est vraiment un vrai concours. Ouais, c'est ça. C'était en 2014 ou 2013, je pense. C'était à la finale du concours de musique du Canada. Donc, puis je faisais le concerto de Ravel, tu sais, puis... Bon, tu te déplaces, tu vas à Toronto, tu dors à l'hôtel, tu as fait les autres épreuves précédentes, là, tu es à la finale, let's go. Puis là, écoute, j'essaie de baisser mon siège. Ouais, c'est ça, tu es stressé. Là. Tu joues le concerto au complet aussi, là, c'est comme un bon chunk. Mais, ben oui, puis le banc, il baissait pas. Là, j'étais là. Puis je te jure, à ce moment-là, je trouvais ça tellement drôle, mais ça se voit pas dans la vidéo que je trouve ça drôle, mais je trouvais ça tellement absurde, puis j'étais comme, pourquoi les gens dans la salle ils rient pas? Genre, c'est donc bien drôle. Comme, j'étais là, j'essayais d'utiliser le piano pour me baisser, mais ça marchait pas, puis j'étais comme, donc personne va venir m'aider, là, qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense que Philippe Chouy, il comprenait pas ce qui se passait, genre, il comprenait juste pas, comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rushes autant, genre? Mais dans le fond, c'est juste que mon poids, il baissait pas, puis à un moment donné, je l'ai regardé, puis j'ai fait comme, là, j'arrive pas à le baisser, là, fait qu'il est venu peser, puis... Tu commençais à paniquer un petit peu. Ben oui, j'étais comme, OK, là, on va commencer à jouer ou pas? C'est les fameux bancs pas pneumatiques, là, mais après, ouais, je sais pas trop exactement. quoi, là. Je pense que c'est ça. Ouais, il y a comme ça marche avec le poids, là. Ils sont super pratiques, ces bancs-là, là, parce que tu rushes pas avec les roulettes. Puis, ils sont super bien, ces bancs-là. Ouais. Parce que, tu sais, dans les commentaires, après ça, les gens sont comme... Bon, ça, c'est toute une autre histoire, là, mais les commentaires sont comme, pourquoi c'est un banc, ce banc, il n'est pas bon du tout. C'est pas vrai, c'est des bons bancs. C'est juste que là, regarde... avec le stress et tout ça, je sais pas, là, j'étais petite dans ce temps-là. 75 millions, tu dois avoir beaucoup de commentaires. C'est clair que t'as pas tout lu, puis... Non, j'ai pas tout lu, mais des fois, c'est fatigant. D'autres fois, il y a des gens qui... Ouais. Mais il y a des commentaires super cool. C'est vraiment le fun, mais il y a des commentaires aussi que t'es comme, bah... Bon, ouais. Faut pas... Non, écoute, moi, ça vient vraiment pas m'atteindre, même qu'il y a des commentaires que je trouve ça hilarant. Il y a des gens qui sont tellement méchants gratuitement, mais... Ça me fait rire. Ça vient pas m'affecter, peut-être parce que là, je suis rendue assez vieille que je m'en fous complètement, mais tu sais, quand t'es rendu que t'as des haters, parce que t'es rendu hot, là, parce que moi, j'ai pas encore de haters, là, j'ai jamais eu de haters. J'ai des haters! c'est hilarant. Ouais. Puis c'est ça, est-ce que tu... Je me demandais, est-ce que tu as des stratégies? Est-ce que tu as étudié un peu comment ça fonctionne? Tu sais, est-ce que pour le 75 millions, est-ce que tu disais, ben ça prend tant de temps? Tu t'avais pris Attends, mais ça, cette vidéo-là, c'était une surprise. J'ai posté ça. Ça, c'est vraiment imprévu, là, l'affaire de 75 millions. En fait, je m'étais blessée à l'épaule. Puis j'ai eu des injections après, là, parce que, genre, j'ai eu une... comment ça s'appelle? En tout cas, c'est comme la... Non, c'est ça, c'est pas une bursite. Je suis tombée, puis ça a comme... Ça m'a blessé l'épaule. Fait que ça faisait 3 mois que je jouais pas de piano. Je pouvais même plus bouger mon bras, là. Je pouvais pas lever comme ça. Je pouvais même pas bouger mon bras. C'était l'enfer. Fait que ça faisait comme 3 mois que j'avais pas posté de vidéo. Puis là, j'étais allée voir dans mes vieilles affaires. Puis je faisais un ménage, je pense, sur ma clé USB ou mon disque dur. Puis là, je vois ça. Puis je suis comme, hey, c'est vrai qu'il y avait eu cette affaire-là de bande piano. Puis je voulais voir si ça avait été dans l'enregistrement que le concours m'avait envoyé. Puis là, je vois que oui. Puis je me suis dit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté. Puis j'ai posté vraiment un moment random parce que d'habitude, je postais comme 2 jours par semaine à 7 heures le soir. J'essayais d'être consistante dans mes heures, mais là, je me souviens, c'était comme un mercredi à 2 heures de l'après-midi, tu sais. Puis là, je poste ça. J'ai même pas regardé après le nombre de vues parce qu'en général, avant, quand je postais, tu sais, j'étais tout le temps un petit peu stressée de est-ce que ça pogne, est-ce que ça pogne pas. Là, ça, j'avais complètement oublié l'existence de la vidéo. Puis je pense que c'est 2 semaines plus tard. J'ouvre mon application où est-ce que tu vois les statistiques, puis là, je suis comme... Je sais plus à combien de milliers, mais j'étais genre, hein? Puis là, je vois qu'il y a plein de likes, de commentaires. Je sais quoi? OK? Puis là, ça partit en flèche, je pense, je sais plus après combien de temps, peut-être une semaine, que là, ça arrêtait pas, là, c'était genre 3-4 millions par jour. Wow.
OK. Et là, c'est cette vidéo-là qui a fait en sorte que j'ai pu être rémunérée sur YouTube. Genre, peux-tu croire, là? Comme, j'ai tellement mis corps et âme avant avec c'est court, des vidéos de... Oui, c'est court, là. Sur plein d'autres vidéos qui sur l'histoire instructive, des vidéos, toutes, qui pognaient pas tant que ça. Parce que, bon, ben, c'est YouTube, puis un algorithme, puis plein d'autres raisons, probablement. Mais là, celle-là, je joue même pas de piano, puis là, ça pogne. Fait que là, j'ai réussi à atteindre les quotas pour être rémunérée sur YouTube. Oui. Puis ce que ça fait, c'est vraiment le fun. Par contre, je suis vraiment... Mon Dieu, wow, merci à cette vidéo. Parce que ça fait en sorte que les gens ont découvert mes autres merci vidéos. À ce banc. Merci à ce banc de piano que... Bref, oui, vraiment. Puis les gens ont commencé à entendre, à voir mes autres shorts, mes autres vidéos, puis à faire comme puis à s'abonner. Maintenant, j'ai comme une petite communauté là, de... C'est vraiment le fun. Oui, non, c'est ça. Je suis vraiment contente. Ça fait une audience maintenant, puis... oui, exactement. Puis là, je suis plus comme... Ouais. Non, mais c'est parce que ça, je me dis, c'est les gens qui ont vu... Tu sais, l'algorithme, s'il a montré ça, ça doit être à des gens, justement, qui s'intéressent au piano, à la musique classique, au concours, au concert. Fait ouais, mais je pense pas tout le monde, mais peut-être. Peut-être que l'algorithme l'a pris aussi dans un côté plus, genre, humour et tout. Mais possiblement aussi, parce que je sais qu'une grosse partie des gens qui se sont abonnés, oui, ils aiment beaucoup le piano, mais peut-être d'autres personnes qui se sont abonnées qui aiment juste les trucs drôles, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme, je pense, deux parties, mais ouais, là-dessus, je suis pas trop sûre, mais je pense que quand même, ça a fait monter mon audience beaucoup qui aiment la musique et qui aiment le piano. Je dirais pas que c'est tous les gens qui ont écouté la vidéo qui sont comme « Ah oui, j'aime vraiment la musique classique. » là. Je penserais pas. Puis comme stratégie pour des suiveux, des abonnés sur YouTube, parce que je trouve ça difficile, tu sais, avoir des abonnés sur, mettons, Facebook, Instagram, peut-être ça va un peu plus vite. YouTube, avoir un abonné, je trouve ça plus dur, je sais pas. Ouais, c'est plus difficile sur YouTube, effectivement. Puis t'avais-tu des stratégies? Est-ce que tu fais juste poster ou tu partages ton compte, j'imagine? OK, avant cette vidéo-là, mettons qu'on parle avant cette vidéo-là, je m'étais dit, OK, là, je vais prendre ma chaîne YouTube vraiment au sérieux pour atteindre les quotas pour être c'était voulu, là, c'était conscient. Pas juste, ouais, je voulais vraiment. Avant la vidéo. Puis là, il s'est passé 1 an, puis à un moment donné, je réalisais comme... Je travaille tellement fort, puis ça monte pas tant que ça. Là. J'avais de la misère à avoir 500 abonnés, là, puis... Puis à chaque fois, je regardais, puis des fois, j'en avais un de moins. Puis là, j'étais « Oh non, j'ai perdu un abonné, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? » Puis là, c'était vraiment l'enfer. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme « OK, regarde, je lâche prise là-dessus. Ça marchera pas. » Puis that's it, comme, c'est pas grave. Puis après ça, je me suis blessée. J'ai pu poster, puis c'est juste sorti de ma tête. Puis après ça, fait que c'est normal, c'est vraiment difficile. Puis je t'avoue que sans cette vidéo-là, je sais même pas si... J'aurais peut-être 600 abonnés comme maintenant, là, je sais pas, puis c'est vraiment tough, les quotas pour être rémunéré sur YouTube, là, c'est vraiment difficile, parce que c'est ça l'affaire, c'est que il faut comme que tu rentres dans l'algorithme YouTube, mais rentrer dans l'algorithme, c'est vraiment tough, en tout cas, fait que... ça prend là, j'ai l'impression que je suis un petit peu plus... Ouais, ça prend 1000 abonnés, puis c'est le nombre d'heures d'écoute, ça prend 4000 heures d'écoute en dedans de 1 an, puis là, t'es comme, OK, ouais, ça se fait, mais... Hey, non, là, c'est vraiment pas facile. 4000 heures d'écoute, fait que... Ou bien 10 millions de vues en 3 mois de short. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai eu, c'est mes vues de short. J'ai eu mon 10 millions de vues, puis là, et j'ai eu les abonnés, puis ça s'est fait comme ça, mais je t'avoue que... Un coup que tu as ça, après, est-ce que tu peux le perdre le mois d'après, si tu fais pas les mêmes stats? Non. Là, une fois que tu as ça, il faut que tu remplisses juste... Je pense qu'il faut que tu postes une vidéo par mois. Je pense que c'est ça le quota pour rester dans le partenariat YouTube. Mais après ça, si tu postes une vidéo seulement par mois, ben tu vas, tout dépendant de comment elle fonctionne, tu vas être moins payé. Puis c'est pas non plus magique parce que là, je suis rémunérée que comme toutes mes vidéos fonctionnent bien. Là, il y a des vidéos qui fonctionnent vraiment mieux sur Instagram. Puis là, je suis comme, hey, ça va pogner aussi sur YouTube. Finalement, oui, t'es sur ailleurs. YouTube, ça pogne pas. T'es sur d'autres plateformes aussi. Ouais, c'est ça. Sur Instagram puis Facebook, il y a des vidéos
qui fonctionnent vraiment mieux que sur YouTube, puis il y a des vidéos qui fonctionnent mieux sur YouTube que sur Instagram. Fait tu vois, là, quand tu me dis, est-ce que tu as des stratégies, t'as beau avoir toutes les stratégies du monde, là, des fois, c'est complètement... Des fois, il y a des vidéos comme la vidéo du banc, là. J'ai jamais posté ça en me disant, hey, ça va être viral, puis hey, je vais... Pas du tout. Je me suis juste dit, hey, il faudrait que je mette quelque chose parce que je voulais pas perdre mon truc de 3 mois de vie. Il fallait que je poste... Je sais qu'il fallait que je poste une vidéo avant le 3 mois, parce que sinon, j'allais perdre ça, puis je suis comme, je vais poster ça, là, puis... Mais non, j'ai pas plus de stratégie. Je sais que les grandes lignes, là, il faut poster à certaines heures, il faut essayer d'être faut pas attendre trop longtemps avant de poster, il faut être... bon, ce genre de trucs-là, mais après ça... OK. Hey, j'aurais goût qu'on écoute un extrait de ton album qu'on a parlé au début de l'entrevue. Peut-être ça l'album bien Masque. Finir. oui. J'ai choisi Nocturne de Forêt parce que j'aime beaucoup Forêt. T'aimes beaucoup Forêt, ouais. Les Nocturnes, c'est tellement magnifique. C'est incroyable. Et ça, c'est une œuvre que tu avais découvert toi-même ou c'est un prof? C'est quand je suis allée en France que mon prof, il m'avait donné comme plein de pièces à apprendre, là. Fait que celle-là en faisait partie. Puis, je connaissais les Nocturnes, mais pas en profondeur. Fait que, OK. Bon, on écoute ça? Oui, parfait.
Oui, magnifique, vraiment. Ouais, hein, forêt, c'est quelque chose, hein. Wow. Ouais. C'est pas facile de s'écouter, par contre. Ah ouais, t'as de la misère? Mais, oui, c'est... Tu sais, j'ai tout le temps peur, je me dis, ah, OK, est-ce que ça, je le fais correct? Tu sais, c'est comme si, là, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, là, puis là, je suis comme, est-ce que c'était... Je suis comme, OK, non, ça va. Moi, je trouve que c'est très correct, en tout cas. Merci. J'écoutais ça, je marchais j'habite à Paris, fait que je marchais dans les rues de Paris, puis j'écoutais ça, forêt. OK, t'es à Paris en ce moment? Oui. Attends, j'avais pas réalisé ça, wow! Oui. OK. Ouais, pour moi, c'est pour ça, comme, je sais pas si tu vois l'heure, là, mais il est comme 20h. Ah, ben oui! OK. Ouais. Puis, je suis là depuis 8 ans maintenant. Mais t'as vu, j'ai pas pris l'accent. Non, t'as pas pris l'accent. Pas tant que ça. T'as gardé. Ouais. Ouais. Wow! OK, t'es dans quel arrondissement? Ouais. Ben, en tout cas, je sais pas si on peut dire ça sur les internets. Mais... dans le 19e. OK. 19e arrondissement, près de la Villette, parce que le conservatoire. Ouais. Wow, génial! Ouais. OK, c'est vraiment cool. Avec ton CD, je trouvais que... En préparant l'émission, c'était parfait. C'était tout le programme français, en plus. Donc, good. Ouais. Puis, super. On va bientôt conclure. En fait, je me demandais... attends, juste avant, il y avait... Parce que j'ai vu sur... un truc que j'avais trouvé intéressant aussi, c'est que tu as fait des carnets de travail pour les jeunes élèves. Genre, tu sais, le petit cahier de devoirs pour chaque semaine, tu sais, quoi mettre, les gammes, tout ça. J'ai pas pu le voir, là, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Est-ce que... As-tu des retours? Peux-tu nous en parler un petit peu de ça, ce projet-là? Ben, en fait, ce projet-là, c'est juste que je demande toujours à mes élèves d'avoir un petit carnet où est-ce que je peux écrire comme les devoirs, les gammes, arpèges, etc., les conseils, tu sais, pour que... pour moi, tu sais, on voit le suivi pour les parents puis pour l'élève qui sachent quoi faire à la maison. Toutes les profs de piano, pas mal, ou de musique, on a ça, tu sais. Mais mes élèves m'apportaient toujours soit des vieux cahiers Canada, soit des petits mini-carnets, soit, tu sais, il y en avait qui avaient des beaux carnets, mais je me rendais compte que je trouve ça tellement le fun écrire. Ben, je suis un petit peu folle. J'aime beaucoup les choses belles. Je suis très dans l'esthétisme, genre. Fait que là, quand mes élèves, il y avait un beau carnet, on dirait que ça me motivait à écrire bien, puis à faire une belle feuille. Puis là, j'étais comme, ça motive les élèves quand c'est tout beau, tout bien écrit, tu sais. Puis là, quand ils m'apportaient des vieux cahiers Canada tout froissés, on dirait que ça me déprimait d'écrire dedans. C'est vraiment niaiseux. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, mais là, j'ai cherché un petit peu en ligne, comme il existe des beaux carnets que je pourrais acheter puis revendre à mes élèves, tu sais, comme faire comme, tu sais, ça, c'est un beau carnet structuré de musique, mais ça n'existe pas vraiment. Ou ceux qui existent, c'est comme vraiment laid, pas beau. Fait qu'en tout cas, il n'en existait pas comme moi, je le voyais dans ma tête. Puis là, je me suis dit, je vais juste le faire, tu sais. Donc, c'est ça. Je l'ai fait avec comment moi, je le voyais. Et un petit design cute avec, tu sais, t'as une page, t'as gamme, arpège, technique, pièces, puis un petit... à chaque semaine, t'as comme un conseil de pratique ou un savais-tu que avec une petite anecdote de compositeur, puis avec un défi de la semaine. Puis la page suivante, c'est comme, ça s'ouvre comme ça. Fait que, mettons, une page, t'as ça, puis l'autre page, t'as les jours de la semaine avec des petits casiers pour que les élèves cochent quand ils ont pratiqué. Oui. Ben, ça leur donne le goût, en tout cas. Ça doit ben oui, les motiver. Pour vrai, j'ai eu des bons retours. Puis là, je les vends je les vends à Vincent Dindy aussi, dans la boutique Vincent Dindy. Oui, la petite coop. Ben la coop de Vincent Dindy. Puis est-ce que tu en vends en France? Il y a eu quelques magasins qui m'ont écrit. Est-ce que tu en vends en France? Non, mais j'aimerais tellement ça. En fait, ça serait vraiment une bonne idée. Oui, j'aimerais vraiment ça. Je pourrais être ton représentant français. Oui. Pour mes élèves aussi, je pense à ça. Et souvent, ils ont des petits cahiers aussi. Je leur fais faire des petits cahiers. Ils ont leurs petits cahiers, mais c'est pas... Mais là, c'est que ça donne vraiment comme une structure. Puis le petit conseil de pratique, puis le petit défi de la semaine. Mes élèves sont vraiment rendus attachés à... OK, c'est quoi le défi de la semaine? Est-ce que tu le vends en PDF aussi, version genre pour les tablettes? Non, je le vends pas en PDF. Okay. Mais en fait, c'est sur mon site Internet. Fait que si quelqu'un est intéressé, ils peuvent, puis je le poste, dans le fond. Mais version PDF, parce que ça serait un peu compliqué d'imprimer. Il y a beaucoup de pages, là, puis fait que c'est comme en cahier. Puis j'ai fait comme un bilan de mi-année. Fait qu'à la moitié du cahier...
le professeur puis l'élève peuvent s'asseoir ensemble, faire comme sur quoi je me suis améliorée, qu'est-ce que j'ai aimé faire, non. Fait que c'est comme un petit cahier le fun. Oui, super beau projet. Qui accompagne l'enseignement. Ouais. Hey, on pourrait parler comme ça. On pourrait parler comme ça des heures. Mais oui. Vraiment. C'était vraiment le fun de parler avec toi musique. Là. Ça fait du bien. Oui, et ma dernière question, c'est où tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans? Est-ce que tu as des projets, d'autres rêves à réaliser? C'est l'enseignement, tu fais t'es présente sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aurais aimé que tu aimerais faire? Ben, tu sais, on parlait de disques, là. Je pense que j'aimerais ça, dans 5 ans, avoir fait un autre disque. Puis peut-être jouer plus en concert. Oui, ça serait quelque chose. Peut-être me rapprocher un petit peu plus de cette partie-là de moi, de jouer en concert, de partager avec un public en live. Ça, j'aimerais ça. Et puis, sinon, tu sais, j'aime vraiment ma vie puis la balance que j'ai en ce moment dans ma vie. Donc, si ça pouvait rester comme ça, mais avec un 10 de plus puis un peu plus de concerts, ça serait parfait. Ouais. Ah, ben, je te le souhaite, en tout cas. Ça a l'air bien parti, là, avec les vidéos et tout. Là. Donc, j'espère que ça va continuer dans cette direction. Moi aussi, j'espère vraiment. Ouais. OK, cool. Merci beaucoup encore. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Puis bonne continuité. Puis je vais te suivre aussi. Puis je vais aller écouter ton album là, de Pierre-Né. Ouais. D'accord. Ciao. Ciao. Je remercie Marianne pour sa participation au podcast. C'était un pur bonheur de pouvoir discuter avec elle sur sa passion pour l'enseignement du piano. C'était aussi très intéressant de découvrir son album Masque, dédié entre autres à des compositeurs français de la Belle Époque, puis de l'entendre sur sa démarche en tant qu'artiste à l'ère des médias sociaux et de YouTube, ainsi que les stratégies de diffusion de son art. Le prochain épisode sera dédié à un grand pianiste français que j'ai la chance de connaître depuis plusieurs années, Jean-Paul Sevilla, qui va nous partager les meilleurs moments de sa carrière et de sa vie de musicien. À très vite!